Je voudrais d'abord en venir à un mot de vocabulaire, l'art moderne. Qu'est-ce qu'on entend par art moderne? Tout d'abord, ce mot-là, c'est un paradigme. Un paradigme, c'est un ensemble de conventions, un ensemble de conditions. On va voir que s'installera progressivement dans le XXe siècle un autre paradigme qui s'appelle art contemporain. Et on verra que lui aussi, il exige des conditions très spécifiques. Encore aujourd'hui, même en tant qu'artiste, moi qui fais de la sculpture, je ne me considère pas comme un artiste d'art contemporain, parce que je ne rentre pas dans les préoccupations des artistes d'art contemporain. Et ça, on l'étudiera dans 15 jours, le 19 novembre, c'est la deuxième partie de cette conférence. Moi, il y a une petite formule que j'ai beaucoup aimée dans un livre que je recommanderais à tout le monde. C'est un livre d'Antoine Compagnon, et ça s'appelle « Les 5 paradoxes de la modernité ». C'est un livre très précieux et souvent il m'a servi de trame dans mon exposé. Alors il résume un peu en 3 mots l'histoire du XXe siècle, lui. Il dit d'abord qu'on assiste à une rupture avec la tradition, c'est ce qu'on appellera l'avant-garde. Je ne sais pas si vous savez, mais l'avant-garde c'est un terme militaire. Il y a donc une idée de pugnacité, d'attaque, vous voyez, dans le mot avant-garde. C'était choisi à dessein, bien entendu. Alors, il dit qu'ensuite, donc la rupture avec la tradition, c'est la rupture avec le XIXe siècle, et avec les valeurs occidentales, évidemment, qu'à partir des années 20 et 30, l'idée de rompre avec ce qui s'était passé avant va devenir une routine. Et c'est ça qui explique les notions de mouvement, cubisme, futurisme, etc. Vous voyez ? Et donc, une tradition donc, de rupture s'installe jusqu'environ vers 1975, où on va voir une rupture avec la rupture. C'est-à-dire que certains artistes, pas tous, loin s'en faut, certains artistes vont décider d'en terminer avec cette histoire de rupture successive pour revenir à des valeurs plus traditionnelles des arts plastiques. Peinture, vrai métier, sculpture, posée sur des socles, les valeurs plus traditionnelles, avec aussi la figuration, le symbolisme, c'est-à-dire tout ce qu'on peut voir ou lire, comme par le passé, dans les arts. L'art moderne, on pourrait dire que c'est une anomie. Une anomie, c'est une absence de loi. C'est une déstructuration d'héritage du passé. Tout l'art du XXe siècle, quasiment, est une anomie. Une réaction contre des valeurs établies. Ça, c'est bien d'être prévenu. Des événements historiques, évidemment, très douloureux ont jalonné le XXe siècle, et même avant. Au XIXe, il y avait la colonisation, qui soulevait l'indignation, ceux qui étaient en tout cas au courant. Et puis, il y a eu l'industrialisation incroyable au XIXe siècle. La part de la machine est devenue importante, et le monde libéral a engagé un travail forcené et non équitable. Parce que des machines, on en a vu de plus en plus, on a produit de plus en plus, et les classes ouvrières ont été de moins en moins dans le profit de ce grand gâteau-là. Voyez. Et ça va générer quelque chose de terrible. Je voudrais bien, pour l'illustrer, lire un extrait d'un philosophe très contesté aujourd'hui. Moi je l'aime bien, mais il y en a qui ne peuvent pas le voir. Il s'appelle Michel Onfray. Et je propose de vous lire un extrait de son livre « La pensée post-nazie ». Ça va vous faire un petit résumé du XXe siècle, comme peu savent le faire. Qu'a fait l'homme à l'homme dans ce terrible XXe siècle? Il a été tué dans les tranchées de Verdun, massacré sous les balles révolutionnaires bolcheviques, torturé dans des camps léninistes, exterminé dans des chambres à gaz, puis brûlé dans des fours crématoires nazis, rayé d'un trait de plume par des fonctionnaires zélés, on pense à Vichy, mis à mort par le travail et la faim dans les goulags soviétiques, les camps maoïstes ou vietnamiens, exploité par le capitalisme libérant le pouvoir absolu de la technique, vitrifié par le souffle nucléaire, contaminé par la pollution du globe, dénaturé par les expériences de savants fous dans des laboratoires, mort 2 fois à cause de ceux qui nient les chambres à gaz nazis, étouffé par les choses, les objets, les produits de la société de consommation, abruti par la propagande télévisuelle, radiophonique et médiatique, sorti du monde et transformé en zombie par ces instruments qui transforment le monde en fantôme. Et ce n'est pas fini, il termine en disant « Il a subi cela, l'homme, certes, mais l'homme a aussi fait subir cela à son semblable.
Car pour réaliser ce programme funeste, il a fallu des tueurs, des tortionnaires, des exploiteurs, des militants, des gardiens de camp, des commissaires du peuple, des capots, des soldats, des fonctionnaires, des affameurs, des savants fous, des physiciens, des pilotes de bombardiers, des intellectuels et des philosophes, des gens de médias, des producteurs de télévision, des directeurs de journaux, des journalistes, des capitalistes, des industriels, des entrepreneurs et des banquiers pour financer tout cela. Donc je trouve que là, en 3 minutes, il fait brillamment le tour de la problématique de ce début du XXe siècle. Les conséquences, on les vit tous les jours encore, hein, bien sûr. Voilà, ça vous glace un peu peut-être, mais la réaction qui va s'en suivre va engendrer des aspirations nouvelles. Bien sûr, des artistes vont beaucoup s'opposer à ça, ce que je viens d'énoncer, mais également, ça va amener une autre manière de considérer la création, une autre manière d'envisager l'art et de questionner l'art. Au fait, est-ce qu'on en a fait le tour? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes, etc. Et c'est ça qui constitue aussi la richesse de ce XXe siècle. Alors, je propose qu'on remonte le courant, bien entendu, à partir de l'expressionnisme allemand. Il faut un peu rappeler ce qu'il y a eu d'important au niveau du XIXe siècle. Il y a quand même eu un certain personnage qui a eu très peu de succès, qui s'appelle Van Gogh. Il a eu une influence considérable sur le début du XXe siècle, alors qu'il n'a pas vendu un seul tableau. Il y a bien entendu les impressionnistes qui, avant eux, avant le XXe siècle, ont joué un grand rôle pour la libération picturale. C'est la manière de peindre qui compte, ce n'est pas ce qu'on peint véritablement. Ce n'est pas un art engagé, les impressionnistes, c'est un art qui a peu de soucis sociaux, mais il va questionner la façon de peindre. Il a commencé à peindre en série. Monet, par exemple, peint des meules, des cathédrales en série. Et envisage le changement du temps, montre que le temps n'est pas fixe, que la nature change, qu'elle est chatoyante, et que c'est une source d'inspiration pour vivre aussi. Vous avez bien entendu aussi eu le symbolisme et l'art nouveau, qui ont eu des préoccupations, l'une, le symbolisme plutôt ésotérique, plutôt métaphysique, des préoccupations transcendantes. Et vous avez eu l'art nouveau qui, lui, a essayé de construire un art au service de tout un chacun. Ils n'y arriveront pas. Mais par contre, de Steil et le Bauhaus, qu'on verra au XXe siècle, eux vont un peu mieux y arriver, permettre que du beau soit dans nos demeures, dans nos demeures à tous. Donc les bases étaient jetées avec l'art nouveau. Donc vous voyez, ces grands courants que je nomme là sont apparus avant l'expressionnisme. Donc il s'agit d'une œuvre, beaucoup d'œuvres que je montre sont des œuvres que j'ai photographiées moi-même dans les musées. Alors vous voyez ici Erich Heckel, avec cette œuvre qu'on traduit en français par Jour de verre, en 1913. Eh bien, il nous montre un nu dans un paysage. Alors, c'est bien curieux, cette façon brutale de peindre un nu, de ne pas lui faire de visage, de lui donner un apparentement de statuette africaine. On dirait un peu une statuette en bois. Alors, pourquoi un nu dans un paysage? C'est très libertaire, vous voyez cela. Avoir la jouissance d'être nu dans la nature, c'est une chose normale, une chose naturelle, mais ô combien cadenassée par une société de lois, d'interdits, de peurs. Et donc, vous voyez, beaucoup d'artistes comme Haeckel, Nolde par exemple, ou Kirchner vont faire ça, des nus dans la nature. S'ils ne font pas ça, ils peignent la ville, la société, les cabarets, mais ils montrent surtout la névrose ressentie par, évidemment, les bruits de bottes, par la terreur de la guerre. Il ne faut pas non plus oublier qu'au XIXe siècle, il y a eu les guerres napoléoniennes qui ont été épouvantables. Et ici, on doit rappeler encore la colonisation. Un détail d'abord de cette petite femme représentée un peu comme une statuette, comme le feraient les artistes africains. Donc voilà, je prends pratiquement au hasard, des statuettes un peu brillantes, filiformes. La société du 19e et du 20e siècle découvre l'art qu'on malheureusement on appelait nègre. On est plus délicat aujourd'hui, on appelle ça des arts premiers. Il y a un très beau musée au Quai Branly à Paris qui montre ça, qui s'appelle le musée des arts premiers. Moi je préfère qu'on l'appelle comme ça que musée Jacques Chirac, mais c'est lui qui en a été à l'initiative, donc il porte ce nom.
voyez, il y a un apparentement réel entre la simplicité avec laquelle les Africains, les Océaniens aussi, font de l'art. Évidemment, eux, ils font un art que nous appelons art. Ce sont en fait des objets cultuels qui vont être dénaturés pour les mettre dans des collections d'ethnographie chez nous, ou dans des musées de curiosité, ou dans la propriété de collectionneurs farouches qui n'hésitent pas d'ailleurs à spolier, à s'approprier. On a parlé récemment d'une œuvre de musée de Tervuren dont on a fait la preuve qu'il y a eu un massacre pour obtenir cette œuvre et qu'elle est devenue une œuvre majeure du musée de Tervuren. Vous voyez que cette question-là de l'appropriation des biens culturels extérieurs fait mouche. On voit une autre influence, c'est celle de Toulouse-Lautrec, de Van Gogh et du japonisme. Van Gogh, en fait, il disait lui-même en écrivant à son frère « Aujourd'hui, j'ai fait le bouquet le plus japonisant que j'ai jamais pu faire. » Vous voyez ? Donc, parce que, qu'est-ce qu'il y a dans l'art japonais que Van Gogh aime bien ? La franchise des couleurs, les aplats, les contours des formes. On laisse la trace du dessin dans l'art japonais. Alors que chez nous, on l'a en Occident, depuis la Rome antique et même depuis la Grèce antique, on fait disparaître le dessin qui a servi de base à une peinture, par exemple. Dans les arts orientaux, il n'en va pas de même. Alors vous voyez, c'est très symptomatique que les artistes se tournent vers des arts extraterritoriaux. Enfin, on va chercher dans l'Orient de nouvelles façons de faire de l'art, de concevoir de l'art. Donc en relevant les plans, en contournant, et le contour il est coloré, vous voyez les tours de cuisse là, ils sont roses enfin, ils ne sont pas noirs et ils ne sont pas perdus dans le dégradé d'une cuisse comme on aimait le faire dans l'art occidental. Alors l'ombrelle le montre aussi, et on voit derrière des petites silhouettes de personnages qui ont l'air de danser, une sorte de danse rituelle. D'ailleurs on voit une autre œuvre ici de Emil Nolde, encore une fois, un des artistes les plus significatifs de cette période. Il a pu faire un voyage en assistant à un ambassadeur en Afrique. Et alors, il a pu voir cette frénésie, cette cadence de la transe, finalement. Et cela, cette libération qui n'est pas permise chez nous, ça fait un sujet choquant. Donc, on entre dans le goût de la provocation. On veut faire des œuvres qui ne répondent pas aux besoins, aux demandes de la bourgeoisie, aux commandes. Au contraire, on fait des choses qui vont déplaire. Et ça va tellement loin que ces artistes-là, quittent leur beau quartier et vont s'installer dans les quartiers d'ouvriers. Et ils se mettent à faire de la gravure sur bois, très frustre, comme les premières gravures du Moyen-Âge, avec du noir, du blanc, et un art de synthèse très, très contrasté. Donc tout ça était destiné à choquer, à déplaire, mais aussi à communiquer des valeurs dans un autre milieu ouvrier, et non pas seulement le seul domaine bourgeois, le monde des salons, le monde des acquéreurs, des marchands et des commanditaires. Nous sommes maintenant avec un courant qui s'appelle le fauvisme. Alors ce fauvisme a débuté vers 1903, et c'est Matisse, le plus âgé du groupe, qui va entamer cet élan nouveau vers une nouvelle forme d'art pictural. Il faut que vous sachiez aussi que la photographie a fait d'immenses progrès, déjà. En tout cas, la photographie, si vous voulez, entre guillemets, prend du travail à des peintres, parce que beaucoup de peintres étaient portraitistes. Et puis c'est une rivalité déloyale, on utilise un moyen mécanique pour représenter quelqu'un. Alors les fauvistes se disent, mais c'est une aubaine, profitons-en pour faire tout autre chose que ce que la photographie peut donner. Vous voyez ? Et c'est ce qui explique le choix de couleurs très criardes comme ça, aussi de ne pas respecter les couleurs naturelles. Vous voyez, ce visage contient des couleurs en complémentaire très contrastées qui ne sont pas très proches du ton incarnat naturel d'un visage. C'est son épouse, il lui fabrique un chapeau spécial pour avoir une forme un petit peu plus intéressante artistiquement parlant. Et ces fauvistes, que l'on qualifie comme ça bêtement, c'est parce qu'un critique un jour a dit à propos d'une sculpture très réaliste qui était dans une exposition, « Donatello parmi les fauves ». Parce que tous les peintres fauvistes étaient comme ça, dans une peinture crue, et il y avait une sculpture raffinée avec un peu l'héritage renaissant qui était là dans l'exposition. Et c'est de là qu'est venu le mot fauvisme. En fait, il n'y a pas grand-chose de brutal, et il n'y a pas non plus des revendications importantes dans l'œuvre des fauvistes. Vous voyez par exemple une œuvre de André Derain,
Qu'y a-t-il de brutal là? Rien du tout. Mais ce qui dérangeait, c'était le fait que le tableau n'était pas fini. C'est-à-dire que vous voyez des interstices blancs un peu partout, c'est le blanc de l'après de la toile. Hein. Donc la toile est apprêtée par un enduit pour faire réfléchir les couleurs, et il ne couvre pas tout. Et on crie au sacrilège, et alors on oppose ça évidemment à Bouguereau, à Cabanel ou à Gérôme, des peintres encore contemporains de ces peintres-là pour certains, et qui eux ont un métier reconnaissable avec un savoir-faire classique. Donc il y a de la provocation chez eux, mais c'est une provocation jubilatoire, c'est une provocation joyeuse chez les fauvistes. Il ne parle pas du mal-être d'être au monde, il ne parle pas de l'inconvénient d'être né, comme dit Rassioran dans les années 50. Un dernier exemple avec Kees van Dongen, le seul fauviste qui est originaire d'un autre pays que la France. On y voit bien que, là aussi, dans La Belle Fernande, il prend des libertés par rapport à la réalité. Il laisse le trait de contour. Il ne se soucie pas de moduler le vert, par exemple, de la cuisse et du sein et du bras, et le même vert. Donc, autour du bateau Lavoir, autour de la ville de Paris, ces artistes-là, et pas seulement à Paris, car ils se déplacent aussi. Après l'impressionnisme, on a pris l'habitude d'aller peindre sur le paysage, peindre sur nature. Et donc, tous ces fauvistes l'ont fait abondamment également. J'ai une petite citation de Roger Effry. En 1966, il dit « Ces artistes, Matisse, Braque, ne cherchent pas à rendre ce qui ne peut finalement qu'être un pâle reflet de l'apparence réelle, mais à susciter la conviction d'une réalité nouvelle et précise. Ils ne cherchent pas à imiter la forme, mais à créer la forme. Non pas imiter la vie, mais à trouver un équivalent à la vie. » Donc en fait, les artistes essayent de créer un nouveau monde, un monde parallèle qui est assez séparé, assez indemne du monde qu'on connaît avec nos yeux, quoi, en tout cas, voyez. Un dernier exemple magnifique de Henri Matisse, enfin, vous voyez, moi je dis magnifique, certains trouveront peut-être que c'est l'âge, c'est un peu n'importe quoi, qu'un enfant pourrait faire de même, bon... En fait, Matisse va exercer une influence considérable sur le nombre de mouvements qu'on va étudier, et il y a un savoir-faire et une intelligence prospective dans son travail sur la couleur, sur le relevé des surfaces, la vibration, tout ça, il est l'héritier. Il est l'héritier du divisionnisme, par exemple, du XIXe siècle, de l'impressionnisme, bien sûr. Il s'approprie tout cela en créant un nouveau mode de représentation. Nous passons alors au cubisme. Alors le cubisme, c'est un courant dans lequel Picasso a véritablement dominé, excellé. Donc je prendrai 3 œuvres de Picasso, très différentes, pour en faire l'illustration. Celle-ci, Femme à l'éventail, on voit très bien qu'au niveau du choix chromatique, on est tout à fait dans un autre registre. Ici, c'est les tons rompus qui sont choisis, donc des tons qui ne sont pas des couleurs primaires, qui sont des tons mélangés. Un peu comme on voit sur beaucoup d'objets africains qui nous parviennent, mais ils sont devenus des tons rompus parce qu'ils ont été utilisés, salis. Vous voyez, il y a une patine du temps qu'il y avait sur ces objets. Et les artistes cubistes, parmi eux, il y avait de fameux collectionneurs d'art africain. Braque était peut-être un des plus grands avec Picasso. Il collectionnait l'art africain et il voyait des valeurs extraordinaires. Guillaume Apollinaire, le poète, voulait qu'on crée un musée d'art africain, déjà à ce moment-là, vous voyez, et non pas un musée d'ethnographie et de curiosité. Et on voulait qu'on comprenne que les Africains font de l'art. C'est une ineptie, parce que leur notion d'art n'est pas celle que nous utilisons, nous. Elle ne correspond pas à notre vocabulaire. Donc, la femme à l'éventail, elle a une tête comme un masque, vous voyez. Là aussi, les choses ont l'air écartelées, ouvertes. Ça deviendra le cubisme, comme un cube qu'on ouvrirait, si vous voulez, à ces 6 faces déployées. Et donc là aussi, les tons rompus, ce sera une constante chez lui pour ne pas correspondre aux besoins décoratifs des salons bourgeois, bien entendu. Alors cette œuvre-ci est assez symptomatique aussi parce qu'elle représente une usine en Espagne, à Horta de Ebro. Et alors on voit bien là que la perspective, on lui désobéit. La perspective n'est pas juste, comme on dit dans les premières années des écoles d'art. Normalement, les lignes
les lignes de ce bâtiment devraient converger évidemment vers le lointain. Ceci devrait être incliné, cette ligne devrait monter. Et il n'en est rien. Donc il prend des libertés par rapport à tout cela. Il laisse le trait extérieur visible aussi, des choses qu'on ne faisait pas. Et le ciel ou les montagnes se confondent avec l'ensemble pour créer un tout homogène. Donc on est vraiment dans un éclatement des valeurs qui prévalaient au XIXe et au siècle précédent. Alors cette œuvre-ci, l'air de rien, en 1912, elle aura une considérable influence sur un courant qu'on va aborder, qui est le constructivisme russe. Picasso réunit des matériaux de fortune, des tôles, des cartons, et crée une guitare. Oui, ça a l'allure d'une guitare, hein, c'est maladroite, mais il n'y a pas de socle. Elle est destinée à être accrochée comme un masque à un mur. Elle n'a pas vraiment de couleur, elle n'a pas de valeur non plus, puisque les matériaux en eux-mêmes ne coûtent rien. Donc on est loin des dorures, là. On est loin de la recherche de l'art d'apparat, bien entendu. Donc c'est tout ce qu'elle n'est pas qui finalement est important là-dedans. Alors il se trouve qu'en 1912, Vladimir Tatlin, un Russe, est en voyage à Paris, et quand il rentrera en Russie, il dira « J'ai vu deux choses incroyables, la tour Eiffel et la guitare de Picasso ». La tour Eiffel, tout le monde voyait bien, mais la guitare de Picasso, ça va inspirer le constructivisme totalement. On en reparlera tout à l'heure. Un exemple qui n'est pas de Picasso ici, c'est Juan Gris, qui est un ami de Picasso. Il invente le cubisme synthétique, c'est-à-dire qu'on utilise des matériaux hétérogènes. Vous savez, une peinture, on peint à l'huile par exemple, on dit que c'est un seul matériau, c'est homogène. Hétérogène, c'est le fait d'utiliser différentes sources. C'est la naissance du collage. Donc on peut très bien prendre un vrai morceau de journal, du papier peint, le découper, faire un collage et évoquer une nature morte ou un paysage par ces moyens-là. Les surréalistes reprendront ça à leur compte. Le problème qui va naître avec ça, c'est qu'il va y avoir une certaine dépersonnalisation de l'artiste. La touche personnelle, ce petit savoir-faire si individualiste va un peu disparaître parce que simplement on découpe avec des couteaux ou des ciseaux des éléments épars et qu'on les assemble pour créer un environnement où subsiste encore de la figuration. Nous voici arrivés à un autre courant ici qui semble être un peu dans le même topo, sauf que c'est du futurisme, c'est un courant qui est italien. Alors c'est Carlo Carrà qui peint ici, c'est le mentor du groupe, c'est-à-dire le théoricien, l'intellectuel qui rassemble les artistes et qui va conduire ce groupe futuriste. Ce qui est problématique pour les futuristes, c'est qu'on n'en a pas beaucoup parlé du fait qu'ils ont été en collusion avec le fascisme italien, mussolinien. Tout simplement, Marinetti, il était sur les listes électorales les mêmes que celui qui deviendra le Duce, Mussolini. À 60 ans, il part encore faire une guerre en Éthiopie, pour coloniser l'Éthiopie, pour l'Italie fasciste. Et il a participé à des syndics qui ont vraiment mal agi, ont tué des personnes en groupe. Ils ont lutté contre les écrits des Juifs. Enfin, vraiment, il n'est pas du tout blanc, ce Marinetti, représenté ici par Carlo Carrà. Alors, ce qu'ils veulent, les futuristes, c'est adhérer au monde nouveau, moderne. Adhérer à la technologie, à la vitesse. Effectivement, nous sommes au XXe siècle dans un siècle de technologie. Des voitures, des trams, des trains existent, la vitesse, le bruit. Tout ça, pour eux, ce sont des signes excellents d'une société qui change. Vous voyez, ils voyaient ça d'une façon plutôt positive. Ce qu'ils cherchaient, évidemment, c'était de faire adhérer leur peinture à ce qui se passe dans leur monde, c'est-à-dire un monde où ça bouge, un monde de vitesse. Vous voyez, par exemple, un tableau futuriste qui est, ma foi, bien composé, bien intéressant, c'est quasi abstrait. Il appelle ça vitesse abstraite plus bruit. Le bruit étant évoqué par les petits signes croisés qu'on peut voir comme ça dans l'espace. Alors, ils ne font pas que peindre ou sculpter, ils font des manifestations, ils vont dans la rue. Il y a toujours un discours un peu caché, un discours subliminal dans leurs actions. Ils peuvent faire un concert de bruit, par exemple, dans la rue, sans revendication aucune. C'était le goût de provoquer. Oui, mais ça va très loin.
un jour, il décide de réunir des fonds pour acheter la première page du journal Le Figaro à Paris. Un journal de droite, comme chacun sait. Et ils achètent la première page pour y mettre leur manifeste. Alors la notion d'un manifeste, c'est un texte qui explique les valeurs auxquelles on adhère. Et j'en prends quelques extraits. C'est choquant. Hein. Nous voulons chanter l'amour du danger. Nous voulons exalter le mouvement agressif, la gifle, le coup de poing. Une automobile rugissante est plus belle que la victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace, vous voyez, cette belle sculpture qui est au Louvre, qui a un élan vital extraordinaire, hein, classique de la Grèce. Pour eux, une voiture de course, avec sa carrosserie et son design, est aussi belle, ou sinon plus belle, que la victoire de Samothrace. Alors nous voulons glorifier la guerre, le patriotisme, mépriser la femme. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques. L'art ne peut être que violence, cruauté et injustice. Voilà leurs propos. Et on peut lire, par exemple, il a fait un manifeste qu'il appelle le manifeste sur la guerre d'Éthiopie. C'est encore pire. Hein. Là, il fait le chant de la guerre. Il dit la guerre est belle. Il répète la guerre est belle 15 fois dans un court texte. Donc, c'est un groupe de provocation, certainement. Ils ne sont pas descendus dans la foule. Et pourtant, André Breton, avec le surréalisme, écrira la même chose. Il dira « C'est beau de descendre dans la foule avec des revolvers et de tirer à bout portant. » Vous voyez ? C'est le goût de provoquer. S'ils ne l'ont pas fait, ce sont quand même des idées assez douteuses hein, et assez peu enviables pour d'autres civilisations. Et c'est la raison, cette adhésion au fascisme pour certains de ses membres, ils ne sont pas tous fascistes, qui a fait qu'on les a mis de côté et qu'on ne les a pas beaucoup commentés. Mais aujourd'hui, on le fait abondamment. Voilà en sculpture ce que ça peut donner. Ça s'appelle « Formes uniques de continuité dans l'espace », 1913. Picasso en riait et disait il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, Rodin l'a fait, l'homme qui marche, en beaucoup plus fort. Et puis, c'est quand même encore une masse pleine. Enfin, en réalité, elle n'est pas pleine, puisque c'est du bronze et que le bronze doit toujours être creux à l'intérieur. Mais pour faire la forme de base, en plâtre, elle était pleine. Vous voyez ? Et ça, c'est pas tellement novateur, dans le fond. Donc, Picasso était très critique et disait qu'il n'y avait pas une révolution sculpturale comme le prétendaient les futuristes. Donc, c'est une œuvre de Umberto Boccioni, que j'ai photographié au musée MoMA à New York. Voilà une photographie, c'est intéressant aussi. Le monsieur s'appelle Bragaglia. C'est plutôt un artiste photographe. Bon, il écrit, il fait toutes sortes de choses aussi. Mais vous voyez, il utilise le mouvement avec une pose allongée. C'est de la photographie expérimentale. Mais on a des exemples. Ici, c'est mano in moto, c'est main en mouvement. D'autres fois, ce sont des déplacements de corps, où c'est un personnage qui gifle un personnage. Donc, il y a la gifle qui est dans le manifeste, je l'ai cité tout à l'heure. Elle est illustrée en photographie par Bragaglia. Mais en fait, il reprend les avancées photographiques de Muybridge et de Marais, deux chercheurs, un français et un anglais, pour décomposer le mouvement avec la photographie. On fait galoper un cheval et on déclenche successivement sans bouger le film. Vous voyez ? Donc ça donne une décomposition du mouvement. Il n'est pas innocent qu'on retrouve ce jeu de mouvement dans les formes d'art qu'il développe en peinture et en sculpture, et qu'on les trouve également dans le cubisme. Il y avait déjà cette notion-là de fragmentation du visible. Alors là, on dirait, mais il n'y a rien à voir. Nous abordons ici l'art abstrait. Curieusement, c'est une forme d'expression qui est née en 1910. Il y a Mondrian pour la Hollande, il y a Malevich et Kandinsky, ce sont deux Russes. À trois, sans se connaître, sans se côtoyer, ils ont cette préscience de l'abstraction, c'est-à-dire de l'inutilité de la représentation. Pour Kandinsky, ça s'est passé d'une manière un peu spéciale, il le raconte dans un livre. Un jour qu'il rentre chez lui, après avoir peint plusieurs jours, il voit une toile contre le mur et il ne reconnaît pas le sujet. Et il se demande ce qu'est cette toile. Et en fait, elle avait été mise à l'envers involontairement. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait très bien se passer complètement du sujet. Quand on la remettait à l'endroit, il y avait une figuration, mais à l'envers, on ne la reconnaît pas. Et cette intuition lui est venue grâce à cet incident.
Alors ce n'est pas le même cas de figure chez Malevich, mais chez tous les trois, on peut dire qu'il y a eu une volonté spiritualiste. Tous les trois adhèrent de près ou de loin, mais quand même adhèrent à la théosophie, qui est une discipline pseudo-philosophique, pseudo-mystique, qui cherche à voir Dieu dans la structure des choses. Alors il y a beaucoup de théories là-dedans, et ils lisent les préceptes théosophiques, et ils essaient de traduire cette nouvelle forme de spiritualité arrivée au XXe siècle. Quelqu'un d'autre l'avait fait avant eux, qui ne connaît pas Gaspard Friedrich, par exemple. Gaspard Friedrich, qui est un peintre romantique allemand, qui représentait une nouvelle forme de religiosité en montrant de dos des spectateurs contemplant un paysage. Alors on voyait un homme seul ou un couple seul, vu de dos, et devant un immense paysage, comme chez Patenier lors de la peinture renaissante en Flandre. Il y avait là une recherche de fusion avec le cosmos, avec l'univers, avec des valeurs spiritualistes finalement aussi, d'adhésion à une transcendance. Il y avait tout ça chez Friedrich. On retrouve ça sous un autre biais, très théorisé, il est vrai, avec l'art abstrait. Donc en fait, Malevich veut, après avoir été un peintre cubiste et un peintre figuratif, il va passer par cette étape-là. C'est-à-dire qu'il va essayer d'atteindre le point zéro pour redémarrer une aventure picturale. Atteindre ce point-là où il n'y a plus rien ou quasi. En fait, vous voyez un carré noir sur un fond blanc, en fait, ici. Ce n'est pas du tout le blanc du mur que vous voyez, c'est dans la composition quand même. Il y a donc une composition, sinon, de minimaliste. Et le mot me vient, minimaliste. C'est de ces recherches-là que bien des artistes du minimal art dans les années 60-70 vont revenir à cette nécessité d'utiliser peu pour faire beau et pour faire vrai. Bon, voilà. Donc, Malevich passera à travers tout cela, et puis il va recomposer de façon plus complexe, et puis il retournera à ses théories. Voilà un autre exemple, ici c'est carré blanc sur fond blanc. Il y a quand même une composition, mais toujours, encore une fois, toujours très très minimale. Il veut atteindre un état suprême, voyez, en faisant disparaître toute anecdote. Vous voyez, l'anecdote, ça les gêne. Alors le cas de Kandinsky, ce tableau-là, il va l'emporter avec lui pour venir habiter en Allemagne. On peut voir quand même quelque chose d'assez cosmique, de flottant, d'assez esthétique aussi. Il y a quand même une qualité esthétique indéniable dans le travail de Kandinsky. Bon, toute son œuvre n'est pas comme ça. Il a été d'abord figuratif, et puis il a fait partie d'un courant, le Cavalier bleu. C'était le nom que l'on donnait à ce courant. Et puis, il va de plus en plus entrer dans cette abstraction où le côté un peu décoratif devient problématique. C'est-à-dire qu'on finit par faire des choses belles pour décorer. C'était sa crainte aussi. Alors, vous voyez, tous ces artistes-là se sont mis à écrire, se sont mis à expliciter leur démarche, sentant que le public n'était pas prêt pour ça. Et c'est ça qui fait qu'au XXe siècle, au tout début du XXe siècle encore, entre 1910 et 1920, une pléthore de théories du spirituel dans l'art, pour citer par exemple Kandinsky, ou point, ligne, plan, vous voyez, encore le nom d'un autre ouvrage esthétique signé de Kandinsky. Ça va s'avérer des théories désuètes, vous voyez, ce sont des théories qui ne tiendront pas la route. Plus personne, d'ailleurs on n'enseigne plus du tout ça. Créer une œuvre, c'est créer un monde, disait Kandinsky. Ce monde n'est pas réel, mais une invention ne répondant pas qu'à la nécessité intérieure du tableau. Il dit bien qu'on crée un monde, mais qui est toujours lié à quelque chose de transcendant. Ce n'est pas que la peinture tout de même, vous voyez. Et il cherche cette dimension spiritualiste. C'est étonnant parce qu'en Russie, comme vous savez, on a interdit la religion avec la révolution de 1917. Et des artistes nombreux ont dû fuir à cause de cela. On en arrive à Mondrian, ici, qui est en fait un artiste hollandais, mais qui a beaucoup peint aussi en France. Vous voyez, ici, c'est la mer, mais c'est une mer interprétée. Ça reste un nouveau monde, c'est une peinture qui ne représente pas le monde, mais qui évoque les structures du monde, qui évoque la réalité par un biais graphique fin et novateur.
En ce qui me concerne, si certains tableaux de Mondrian me paraissent systématiques pendant 20 ans, il va faire presque le même tableau, il faut bien le dire. Avant toute cette période-là, il a fait vraiment des œuvres comme celle-ci, vraiment d'une très très grande finesse, très très proche de Paul Cézanne par exemple, hein, dont on n'a pas parlé puisqu'il est du 19e siècle. Oui. Voilà ce que devient à un moment donné le travail de Piet Mondrian. Tableau 1, donc on donne des numéros aux œuvres et non plus des sujets, hein, vous voyez, des thèmes. Le thème disparaît, l'anecdote disparaît, au bénéfice de quelque chose qui est censé nous conduire. Ils avaient l'espérance, tous ces trois-là, que l'art participe à l'élévation de l'homme, hein, de l'humanité tout entière. Hein. Ils sont des eudémonistes, c'est-à-dire qu'ils veulent du bien pour autrui, hein, en cherchant à trouver quelque chose de grand, de subtil et d'éthéré. On a ici la vie, j'ai épinglé cela, d'un peintre qui n'a rien à voir avec cette période-là, qui s'appelle Bram van Velde. Oui. Il y a un très très beau livre que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Rencontre avec Bram van Velde. C'est un poète, Charles Juliette, qui est allé rencontrer le peintre et qui a rapporté des expressions du peintre vraiment formidables. C'est un livre de chevet pour moi. Il dit ceci, lui, « Mondrian, les constructivistes, ils avaient des certitudes. Ils se voulaient sur un terrain stable, mais j'ai bien peur qu'il n'y ait là qu'un immense orgueil. Rien n'est stable, et il n'y a pas de certitude possible. » Vous voyez, c'est une belle réaction, parce que pour lui, il n'y a pas de vérité. En fait, là, on arrive un peu dans le terrain de l'épicurisme et de l'hédonisme. Ça consiste à penser qu'il n'y a pas d'au-delà. Ça consiste à penser que la vie, elle est une fois vécue, pas 36 fois. Pas de métempsychose ou de métensomatose, c'est-à-dire des réincarnations. Tout ça, ce sont des constructions de l'esprit héritées de l'Orient, soutiennent certaines personnes, hein, certains y croient dur comme fer, et je comprends que ce soit attractif. Alors ceci est un collage qui a été fait en Russie par Alexandre Rodchenko. C'est une affiche de propagande. Donc il a découpé une photographie, et puis il l'a collée avec une façon très très efficace de jongler avec l'écriture cyrillique pour créer un message. Quel genre de message ? En réalité, il s'agit d'appeler au combat, hein, et d'appeler à la défense des nouvelles valeurs communistes du pays. En 1917, comme vous savez, la révolution d'octobre a lieu. On pense qu'on va, après s'être débarrassé de Nicolas II, du tsar, hein, on pense que l'on va créer une nouvelle société en se fondant sur une théorie qui est la théorie de Marx. C'est la lutte des classes. Donc il faut arriver à avoir une société plus égalitaire. Et pour cela, il faut reprendre aux riches ce qu'ils ont en trop. Il faut donner aux pauvres ce qu'ils n'ont pas. Il faut l'instruction gratuite. Enfin, il y a toutes sortes de choses très très positives, et même concernant la liberté de son corps, la liberté de divorcer, la liberté de s'unir comme on le veut, etc. En Russie, il va y avoir un enthousiasme extraordinaire à ce moment-là, mais les artistes ne vont pas être compris par le pouvoir politique en place et vont devoir migrer vers l'Occident. Certains y restent, bien entendu, et participent à cet effort de société. Vous voyez, c'est une vieille photographie ici de la maquette du monument à la 3e internationale. C'est une maquette pour faire un bâtiment, et il aurait ici un grand bâtiment suspendu, un autre là qu'on ne voit pas ici, et un tout petit ici, et le tout petit aurait été dans une sphère, les bureaux du parti. Et ça aurait été une salle de spectacle à plusieurs étages dans ceci, sur le principe d'une structure extérieure qui porte des volumes. C'est extraordinaire, mais si vous pensez au centre Georges Pompidou, vous voyez, le musée à Beaubourg, à Paris, c'est ça. Hein. C'est une structure extérieure, toutes les canalisations, toutes les armatures sont dehors, et 4 grandes salles immenses, uniques, hein, 4 plateaux sont suspendus, et ils sont modulables par des panneaux suspendus. D'ailleurs, si vous courez au centre Pompidou, vous sentez vibrer un peu. Hein. Cette idée-là, bon, c'était une utopie, elle a été réalisée bien après, mais elle ne l'était pas à ce moment-là, évidemment, réalisable, cette utopie-là. Alors on aime cette idée de vortex, de tourbillon ascendant, vous voyez.
c'est un art qui veut être au service de l'architecture, un art au service de la société, du nouveau parti, et c'est un art qui veut s'imposer avec une grande conscience de l'espace. Ils vont apporter beaucoup à la sculpture, notez bien. Quand on considère par exemple ces œuvres-ci, qui sont des reconstitutions, parce qu'on ne les avait plus en si bon état, ça a été reconstruit en 1973-74. Alors vous voyez, ça s'appelle appareillage spatial KPS 13. C'est un peu comme dans les œuvres de Mondrian qui portent des numéros. C'est-à-dire que ce ne sont plus des titres de sujets. On aurait pu appeler ça pylône ou pylône numéro 1, mais non, pas du tout. Ce sont des numéros de série. Et on dirait que l'ingénieur devient artiste chez eux. C'est un travail d'ingénierie. Ce sont des câbles tendus qui permettent à ces éléments voltigeants au-dessus de socles complètement revisités, car il n'y a rien de massif. Tout est léger, aérien, dynamique. Et c'est comme ça qu'ils envisagent les changements pour la sculpture. D'ailleurs, c'est un mouvement, le constructivisme, qui est surtout dédié à la sculpture et aussi parallèlement un peu à la photographie avec Rodchenko et également au design, aux recherches textiles aussi. Bon. Et dans la typographie, on a vu le premier exemple. Utiliser et dessiner autrement chaque lettre de l'alphabet pour servir une cause, vous voyez, ça c'était les grands moments du constructivisme. Que ne pouvait être une sculpture constructiviste? Donc qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas être pour eux, entre eux? Eh bien, elle ne pouvait pas être symbolique, elle ne pouvait pas être modelée, ce que moi j'aime tant faire, elle ne pouvait pas être figurative, elle ne pouvait pas être massive, elle ne pouvait pas être finie. Les œuvres sont des prototypes pour eux. Vous voyez, c'est vraiment un travail de prototype. Ça va servir de trouver de nouveaux modèles, de nouvelles formes pour une société nouvelle. Et alors, non pas composée, mais plutôt construite, quoi. C'est le mot construction qui l'emporte chez eux. Et d'ailleurs, le courant artistique allemand qu'on va bientôt voir, après De Stijl, c'est maison de la construction, Bauhaus. Vous voyez, on va reprendre cette notion du construire. Donc on passe ici au courant De Stijl. C'était le nom d'une revue, en fait, qui réunissait des artistes qui ont pour nom Mondrian, Rietveld, Theo van Doesburg. Et ils ont un souci, c'est le souci de fabriquer esthétiquement, avec des artistes, des objets, des bâtiments, des œuvres, qui soient peu chers à réaliser, qui soient accessibles à tous. Ça ne le sera pas, évidemment, pas tout de suite. On pourrait presque dire en plaisantant que Ikea a réalisé De Stijl et le Bauhaus, les chaises en structure tubulaire et toutes ces choses accessibles et peu chères. Ils n'ont pas su le faire, mais enfin, ils ont donné l'impulsion. Il y a vraiment un désir que l'art serve, que l'art soit au service de la société, chez les constructivistes, mais chez De Stijl et le Bauhaus également. Alors ça présente certains handicaps parce qu'on fait un peu porter aux artistes un rôle difficile à tenir, quoi, d'être ceux qui vont faire en sorte que la société fonctionne mieux. C'est le rôle du politique, c'est le rôle de la philosophie, c'est le rôle des religions d'essayer de faire ça. Et ici, on fait endosser à l'artiste une tâche assez lourde. On est quand même, on pourrait le dire, dans la continuité de l'art nouveau. Peut-être que c'est sûrement que beaucoup ont des notions sur l'art nouveau. Victor Horta, par exemple, chez nous, sont quand même des artistes, ou Van de Velde, qui ont créé une école en Allemagne, je vais en reparler après, et puis qui débouchera sur une école finalement de design. Enfin, on n'appelait pas encore ça du design, mais ça va vraiment servir de base au design, ceci. Les constructivistes russes aussi, ça sert de base au design. Donc ici, c'est une chaise qui est fabriquée avec 17 éléments. À part l'assise et le dossier, tous les éléments sont orthogonaux. On dirait finalement un mobilier sorti d'un tableau de Mondrian. Et ce sont les principes de Mondrian qui vont prévaloir, et les théories de Mondrian, écrites dans la revue de Stijl, évidemment, sont un peu en point de mire, et tout ce monde gravite autour de la personnalité et des théories de Mondrian en particulier. Thomas Rietveld va faire également des projets architecturaux comme ceux-là. Il faut quand même vous imaginer qu'on est en 1924.
hein. On dirait une maison vraiment contemporaine, de grandes baies vitrées, hein, des éléments en porte-à-faux, hein, avec du béton armé, et des balustrades, et des ornements minimalistes. Quand même. Ils ont leur importance, mais ils sont minimalistes. Hein. Un artiste allemand qui s'appelle Mies van der Rohe avait un slogan magnifique, c'était en anglais le slogan « Less is more ». Moins, c'est plus. Moins, c'est l'accès à plus. Vous voyez ? Donc ce goût de retirer pour atteindre une quintessence, Malevich l'avait cherché, Mondrian l'avait cherché, Kandinsky l'avait cherché. Et maintenant, ces bénéfices-là reviennent au champ de l'architecture et de ce qu'on va appeler le fonctionnalisme. Dans la mode, tout ça va avoir une importance considérable aussi. Hein. On va abandonner l'ornement dans la modernité. L'ornement qui était vraiment ce qui était caractéristique du XVIIe siècle, l'art baroque. C'est un art de persuasion, un art religieux du XVIIe siècle. Mais alors, ils vont s'opposer à tout ce qui est baroque. D'ailleurs, j'ai ici une petite phrase de Mondrian qui dit ceci. « Depuis 1913, nous ressentions tous un besoin d'abstraction et de simplification. Le caractère mathématique s'imposa de toute évidence face à l'impressionnisme que nous rejetions. Tout ce qui n'allait pas au bout de nos principes était qualifié de baroque. Nous étions tous d'accord sur un point. Nous déclarions la guerre au style baroque sous ses formes les plus diverses. » C'est une des caractéristiques de ce XXe siècle. La recherche d'une société haute, une société nouvelle. Bien entendu, ce sont encore une fois les personnes les plus aisées, ici la maison Schröder, les Schröder, qui vont profiter de ce nouveau moyen de vivre, cette nouvelle machine à habiter, comme dira Le Corbusier, au sein du fonctionnalisme. Ça a sa limite parce que ça va générer les barres à béton, les habitations à loyer modéré, et ça va aboutir quand même, c'est-à-dire que l'esthétique va céder sous le poids de l'argent, quoi. Et donc ce qui était beau dans le principe va devenir un peu coercitif par la suite. Vous avez également ici l'aménagement à Strasbourg d'un bâtiment qu'on appelle l'Aubette. C'était l'endroit où on relevait la garde, c'était un milieu militaire. Et alors, des investisseurs ont décidé d'en faire des salles polyvalentes, restaurants, dancing, salles de cinéma, etc. Et là, on voit ici que Van Doesburg a dessiné, avec un grand souci de dynamisme, hein, une nouvelle façon d'habiter cet espace. Les éclairages sont dirigés vers le plafond. Il n'y a rien de représentatif. Tout est un peu cerné d'un trait noir ou séparé par un espace entre deux supports. La seule chose qui le sépare de Mondrian, c'est l'oblique. Parce que Mondrian avait exclu l'oblique. Hein. Il s'est disputé avec des artistes parce qu'ils incorporaient la courbe dans leur travail, ou l'oblique. Hein. Donc il y avait quelque chose d'assez rigoriste comme ça chez Mondrian, même si ses œuvres ont donné lieu à de très belles choses. Alors la conception de ça, c'était Van Doesburg, mais il y avait également Hans Arp et son épouse Sophie Tauber-Arp qui ont participé au dessin de chaque chose, mais il y a aussi les autres pièces. Hein. Je ne vous en montre qu'une pour faire vite ici. Ce mouvement de stage va évidemment avoir des répercussions directes sur un autre courant, une école qu'on va appeler Bauhaus. En 1919, une école va se former à Weimar. Weimar qui était la nouvelle capitale de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Hein. Et c'est une école qui va même être financée par l'État, l'État de Thuringe, mais qui va assez rapidement retirer ses billes, comme on dit chez nous, il va retirer son support, et ils vont devoir changer de ville, et ils iront finalement jusqu'à Berlin, en passant par Dessau. Donc ils vont devoir déménager plusieurs fois, parce que leur enseignement dérange le pouvoir de droite. Quel est l'enseignement du Bauhaus ? C'était très expérimental, dans le fond. Il voulait que l'artisan et l'artiste ne fassent plus qu'un. Donc il fallait, au fil de plusieurs années, c'était des études supérieures, hein, au fil de plusieurs années, l'élève devait passer par l'atelier du verre, l'atelier du textile, l'atelier du bois, vous voyez, l'atelier du métal, l'atelier du vitrail. Et au bout de cette formation, ils avaient une formation d'artisan avec un développement artistique. Pour être artiste, il faut savoir sentir les choses aussi. Alors on leur faisait faire des expériences. Johannes Itten, par exemple, c'était un théoricien de la couleur au sein de ce courant. Il faisait par exemple sentir des choses dans des cases à l'aveugle aux étudiants,
et il devait transcrire ça par la couleur ou par le graphisme, transcrire ce qu'on ressent. Vous voyez ? Et il y a eu beaucoup d'avancées pédagogiques au sein de ce courant-là. Finalement, la créativité, c'est une chose que chacun possède et qu'il doit développer. Cet enseignement débouche sur des comportements qui sont jugés comme assez libertaires. Et c'est Göring qui fermera l'école, finalement, un nazi notoire, qui fermera cette école-là, à l'époque où c'est Mies van der Rohe, justement, que j'ai cité tout à l'heure, qui était directeur de cette école. Donc au départ, tout commence par l'idée d'un certain Walter Gropius, qui va avoir l'idée de faire une école consacrée à l'art de bâtir. Ici, on a affaire à une recherche typographique assez novatrice, un peu comme chez les constructivistes. On choisit une oblique, on choisit des contrastes, quelques mots qui apparaissent quand même assez en contraste. C'était l'affiche d'une exposition à Weimar d'un groupe d'artistes de l'école du Bauhaus en 1923. Il y a un petit brin de figuration évoqué ici, mais c'est très très minime. Et donc la typographie, le dessin de la lettre, c'était un atelier à part dans cette école. Au départ, c'était Henri van de Velde, un Belge, qui était à la tête de cette nouvelle école, mais qui ne s'appelait pas encore Bauhaus, c'était un institut des arts techniques et décoratifs. Et ça s'est appelé Bauhaus une fois que Van de Velde est parti. Mais c'est Van de Velde qui a choisi Gropius quand même. Et ce Van de Velde, il est devenu quelqu'un d'important en Belgique aussi, puisque c'est lui qui va fonder l'école de la Cambre en Belgique. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Bien voilà, on va étudier de nouvelles façons de s'asseoir, de nouvelles façons de créer un intérieur, de faire du mobilier, du textile, enfin tous les éléments constitutifs de l'architecture d'intérieur vont y passer. Et ça donnera lieu à des inventions remarquables. Ceci s'appelle la chaise Vassili, en 1925-27, de Marcel Brauer. Il invente la structure tubulaire porteuse, quoi. Ce sont des cuirs tendus entre structures tubulaires. On voit ça maintenant dans tous les cabinets de dentistes. Ce Marcel Brauer, comme Gropius, vont devoir fuir aux États-Unis d'ailleurs, suite au renvoi de Göring. Ça va avoir une influence considérable sur l'architecture et le mobilier et le design aux États-Unis. Le fait que ces deux artistes-là aient dû émigrer. Alors ici, c'est une chaise justement de Mies van der Rohe, Ludwig Mies van der Rohe, chaise MR 533. On prend un peu le même principe que dans le constructivisme, avec des numéros pour des articles, de nouveau en structure tubulaire avec de l'osier tressé. Donc ça se veut simple, facile à construire, une fois qu'on a fait un prototypage. C'est ce qu'on appelait la typisation en fait. La typisation, c'est le fait de faire des gabarits pour construire rapidement et en grand nombre des choses. C'est ça qui avait mis fin à l'Art Nouveau. L'Art Nouveau qui voulait faire du travail avec des artisans, ils n'ont pas pu concurrencer la demande croissante de mobilier beau et pas cher. Et finalement, le travail de l'artiste, il a disparu au bénéfice de la typisation, c'est-à-dire de la multiplication mécanique du travail artistique. Alors ça, c'est une photo que j'ai faite il y a très peu de temps, figurez-vous, à Concorde, donc aux États-Unis, c'est au nord de Boston, c'est la maison privée de Walter Gropius. Alors là, en 1938, vous voyez, c'est un bâtiment d'aujourd'hui. Chaque meuble est dessiné pour sa place et sa fonction. Vous avez des tables gigognes, vous avez les fameuses chaises en structure tubulaire, mais ici avec des tissus tendus. Et la vaisselle était faite par son épouse, elle était aussi créatrice de mode. Et cette maison est devenue un musée. Et on ne peut visiter qu'avec une visite guidée. Et c'est magnifique de voir la recherche puriste qu'il y avait, et une recherche fonctionnaliste très grande qu'il y avait là. Vous avez par exemple ici le mur de verre, vous voyez, c'est un mur de verre, donc quand on entre par l'autre côté, ça amène la lumière de cette pièce très éclairée qui elle-même donne sur une terrasse. C'est vraiment une maison de rêve en fait. Je signale au passage un endroit où vous pourriez aller, vous seriez ravis. C'est tout près de Lille, à Croix, la petite ville de Croix. C'est ROIX. Il y a là une performance extraordinaire qui a été faite par la Réunion des musées nationaux français. Ils ont reconstitué une maison dessinée par un seul architecte. Ça s'appelle la Villa Cavrois. C'est le nom d'un industriel qui a fait construire une maison familiale, mais qui a des airs d'aéroport et qui a vraiment une esthétique très très proche de celle du Bauhaus. Donc elle était en ruine quand on l'a redécouverte. Elle est bâtie en 1930 par Robert Mallet-Stevens.
Et il a tout dessiné, la moindre clinge de porte, la moindre applique au mur, le dessin de la piscine, le dessin du plan d'eau, l'éclairage indirect, tout est dessiné par le même homme. Et donc il y a une cohérence exceptionnelle dans ce bâtiment qui a été remis vraiment à neuf avec une matériothèque dans les caves. C'est-à-dire qu'on peut voir le matériau d'origine et les matériaux choisis pour retrouver la proximité avec l'origine. Si vous allez peut-être au musée Le Lam, c'est pas très loin du musée Le Lam, le musée d'art brut de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Moyen de faire les deux la même journée. Bien, donc ça c'était le résultat du travail de Walter Gropius, une fois arrivé aux États-Unis, qui accomplit son rêve, faire sa propre maison, conformément au principe du Bauhaus. Nous avons ici affaire à toute autre chose. C'est probablement avec l'art abstrait le courant le plus détonnant du XXe siècle. C'est Dada. Vous avez déjà entendu parler du dadaïsme. C'est intéressant de vous dire comment on a trouvé le nom. À Zurich, en 1916, dans un cabaret, le cabaret Voltaire, lors d'une réunion entre artistes, ils décident de créer un groupement qui réunirait toutes les contre-valeurs de cette société qui aboutit à Verdun et qui aboutit aux guerres atroces. Ils estiment que le hasard, c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, par la chose non raisonnée, la chose la plus improvisée possible. Alors ils décident de choisir, ceci, ce que je vous raconte est discuté par un membre du groupe, mais ils décident de choisir de planter un couteau dans un dictionnaire, dans la tranche, et que le premier mot qui apparaîtrait serait celui qu'ils choisiraient pour leur groupe. Ce fut Dada, petit cheval de bois, et c'est comme ça que c'était suffisamment ridicule pour être accepté par tous. Et donc voilà, c'est faire place au hasard et refuser la raison en fait, et refuser le sérieux aussi. Alors il va y avoir des artistes très brillants dans ce cadre-là, très brillants dans la voie qu'ils proposent. On a le cas ici de Marcel Duchamp, c'est vraiment lui le plus reconnu des artistes dada. Notez bien qu'ils n'aiment pas qu'on dise dadaïsme, parce que isme c'est déjà une formule. Pour eux, ça ne doit pas durer longtemps, ça doit être éphémère, ça doit être un coup de poing, ça doit être quelque chose qui ne se reconduit pas. Et c'est pourtant pas ça qui va arriver, parce que dans l'art contemporain, combien d'artistes se reposent sur les avancées de ce courant artistique contestataire. Donc, égouttoir à bouteille, il trouve ça dans un commerce, et il l'amène dans un lieu d'art, et il estime que c'est son œuvre, qu'elle doit être jugée comme telle, et que puisqu'il est artiste, qu'il en a déjà fait la preuve, c'était un très bon peintre, et toute la famille chez eux, c'était des artistes chevronnés, et il a décidé que son œuvre c'était ça devait être accepté comme tel. Si l'artiste a choisi que c'est une œuvre, c'est une œuvre. Et d'ailleurs, dit-il, c'est le spectateur qui fait l'œuvre d'art, ce n'est pas l'artiste. Oui, c'est le spectateur qui peut accepter ou pas, qui peut estimer ou pas l'œuvre, et l'artiste n'a plus d'importance. Et là, on entre dans une des critiques majeures qu'on peut faire à l'art du XXe siècle, c'est que c'est un artiste sur un bateau qui torpille son propre navire, puisque le savoir-faire, le métier, la tradition, tout ça est balayé, évidemment, la dépersonnalisation. C'est difficile de reconnaître une œuvre de Duchamp d'une œuvre d'un autre artiste dadaïste. Si, il y a quelques caractéristiques par le choix des matériaux, bien sûr, mais l'art se dépersonnalise et l'artiste est en train de disparaître. C'est ce qu'on pourrait appeler une occlusion dans l'art. Il y a une disparition progressive. On va y assister maintenant pendant les décennies qui suivent de différentes manières. C'est bien une pièce qu'il a achetée. Oui, toute faite, et il l'a signée et il l'a amenée dans un... Il l'a acheté, oui, 7 sous 8. Voilà, en plusieurs exemplaires en plus, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas faire du nombre, il ne faut pas faire un commerce. C'est une lutte contre le commerce aussi, il faut bien se le dire. C'est inexposable pensait-il, dans une galerie, mais non, les galeries phagocytent tout, le commerce phagocyte tout. Donc ils se sont bien trompés quand même là-dessus, parce que même ceci, ce n'est pas l'original. Cet urinoir-ci, on en a refait un autre, et il est signé Hermut. Alors en vers, en allemand, ça donnerait Mutter, mère. Et lui, sa mère, elle avait une indifférence totale pour lui. Et il a voulu, c'est ce qu'il explique dans les commentaires, mais il a dit tout et son contraire, Duchamp, donc il faut se méfier. Il faut faire une œuvre d'art qui soit d'une indifférence totale par rapport au créateur, par rapport à soi-même. Dépersonnaliser au maximum, c'est une nouvelle voie d'accès à la création pour eux. Donc il amène cet urinoir dans un concours aux États-Unis. Il est en fait dans le jury. Mais il ne le dit pas. Alors c'est pour ça que c'est signé Mut et non pas Duchamp. Et il voulait entendre les commentaires diffamatoires qui allaient naître autour de cette prétendue œuvre d'art.
voyez, qu'on ne savait pas s'il fallait la photographier pour la mettre dans le catalogue, parce que tout le monde avait dit toutes les œuvres présentées seront dans le catalogue. Voyez, elle a finalement été présentée, figurez-vous, avec un socle. Donc on a trouvé un socle, on lui a mis un socle, alors qu'elle a été proposée sans socle. Enfin, vous voyez, il voulait vraiment tordre le cou aux habitudes et modifier la perception que nous avons de l'art. Il joue sur le paradoxe aussi. D'ailleurs, le surréalisme qui va naître après Dada se réclamera beaucoup de cela. On donnera des titres, comme chez Magritte, on donnera des titres en désaccord avec la chose représentée. On jouera beaucoup sur l'aspect littéraire, d'ailleurs, dans le surréalisme, l'aspect poétique. En tout cas, ils font des tracts, comme chez les futuristes, ils font des affiches, et ils essayent de choquer au maximum. En fait, on ne peut même pas dire que c'est un mouvement artistique, c'est une attitude. Si on veut être Dada, eh bien, il faudrait pratiquer l'art de la subversion, l'art de choquer, l'art de remuer les choses, et à ce moment-là, on peut éventuellement faire partie de Dada. Mais ça n'a pas duré longtemps. En 1925, Dada, c'est déjà fini, quoi. C'était quelque chose de très éphémère. Ce qui n'est dit nulle part, mais que je vous dis moi quand même, c'est qu'ils ont quand même bien été chercher toutes leurs idées chez les incohérents. Alors les incohérents, c'était des gens, des Français à Paris, qui aimaient s'amuser en faisant des œuvres pour rire. Les incohérents, c'était des gens qui se réunissaient pour s'amuser et qui faisaient du prétendu art dans les expositions du dimanche, très éphémères. Eh bien, Dada et Marcel Duchamp en particulier sont allés puiser dans ce répertoire-là de la moquerie, de l'amusement. C'est dommage qu'ils ne l'aient pas dit. Les notions de bon goût et de mauvais goût sont battues en brèche, l'émotion esthétique n'existe pas. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut un peu déplorer, je trouve, dans l'art moderne, c'est que la contemplation n'est plus possible. S'arrêter devant une œuvre et penser qu'elle a une qualité transcendantale, qu'elle va vous entraîner vers une conception, une croyance, une libération, que sais-je, tout ça est battu en brèche, quoi. C'est un peu dommage et en même temps ça va amener des contrepoids qui seront bien riches aussi. Ça permettant en tout cas de se débarrasser du monde religieux, en tout cas, de son pouvoir. Donc l'œuvre d'art devient causamental, elle cesse d'être belle. Et cette base-là va servir de fonds de commerce à l'art contemporain qui apparaîtra alors graduellement dans les années 60 et jusqu'à maintenant, mais il faut bien se rendre compte. L'art moderne ne commence pas en 1900 non plus, il ne s'arrête pas non plus directement. Il y a encore beaucoup d'artistes aujourd'hui qui s'expriment de façon moderniste, sur la base de toutes ces avancées. Il y a eu un courant contemporain qui va naître, qui est basé sur l'attitude, justement, sur le fait de faire intervenir le public, sur le fait de jouer avec le public, sur le fait de donner de l'importance au lieu qui accueille une œuvre d'art. Enfin, toutes ces nouvelles notions-là, dont on parlera dans 15 jours, trouvent leurs racines dans Dada. Alors j'ai ici un extrait incroyable qui est de José Ortega y Gasset. Il a écrit un beau petit livre chez Alia qui s'appelle « La déshumanisation de l'art ». C'est écrit en 1925, et j'aime bien vous la lire, elle est assez courte, mais c'est 7 points successifs. Si on analyse le nouveau style, alors il appelle nouveau style ces artistes-là, de ces écoles en isme du début du XXe siècle. Il dit, si on analyse le nouveau style, on y trouvera certaines tendances étroitement liées entre elles. Cet art tend à la déshumanisation de l'art, à éviter les formes vivantes, à faire en sorte que l'œuvre d'art ne soit qu'œuvre d'art, à considérer l'art comme un jeu, rien de plus, à une ironie essentielle, à éluder toute fausseté, et par là même à une réalisation scrupuleuse. Il conçoit tout ça, lui, en 1925. Il est contemporain et il dit ça, il voit ça, comment ça tourne. Et il dit, enfin, septièmement, l'art, selon les artistes jeunes, est une chose sans transcendance aucune. Il fallait aussi que ce soit plus un objet de contemplation, quoi, Dada. Walter Benjamin, un grand penseur israélien, disait « Les dadaïstes attachaient beaucoup moins de prix à l'utilisation marchande de leur œuvre qu'au fait qu'on ne put en faire des objets de contemplation. » Donc, pas qu'elle soit achetée, c'est pas notre but, mais qu'on se mette à genoux devant, non merci, quoi. C'était vraiment ça, cette lutte libertaire. Alors on passe ici à Max Ernst. Ça s'appelle La puberté proche. Alors lui, je le mets ici parce qu'il a été dadaïste puis surréaliste. Il utilise beaucoup le collage. Donc les ciseaux, les cutters sont utilisés, on mélange des choses entre elles,
et on donne un titre qui est parfois sans rapport aucun avec la chose présentée. Ici, c'est déjà une œuvre un peu surréaliste. Surréalisme qui va d'ailleurs emboîter le pas, mais il y a quand même, juste avant, au niveau des dates, parce que j'ai fait un exposé avec une chronologie la plus précise possible, nous avons un courant ici qui fait un retour à la figuration. Alors ça s'appelle la nouvelle objectivité, mais ça ne dit rien à beaucoup. Le vrai nom, c'est Neue Sachlichkeit. En fait, c'est un nom allemand. C'est une manière de s'opposer en dénonçant les troubles sociétaux. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir un personnage avec un sabre en main et une bière dans l'autre. Avec déjà, ici, en 1926, un petit signe qu'on connaît bien, c'est la svastika. Et vous voyez alors ici un journaliste, avec sa grande plume, et puis il a un pot de chambre renversé sur la tête. C'est un fou, en fait. Et puis derrière encore, vous avez c'est un homme politique, encore une fois, et alors ici aussi. Donc là, c'est un champ de bataille dans celui-ci, tout en noir, des petits personnages peints en noir, et là, c'est un tas de merdes fumantes. Et puis un prêtre, alors, qui montre une direction, comme s'il y avait une direction. Et puis vous avez les armes. On voit déjà la forme du casque qui sera adopté par Adolf Hitler pour ses troupes. Donc vous voyez, il appelle ça les piliers de la société. Là, il y a un titre qui veut dire quelque chose. Et c'est les piliers d'une société qui nous entraîne à la folie, à la discorde et au chaos. C'est vraiment une peinture extrêmement critique. Ici, c'est Georges Gros qui fait les funérailles du poète Oscar Panizza. Mais qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une émeute, on y voit une foule qui est aux abois. Des personnages sont monstrueux. C'est carrément des têtes d'oiseaux décharnés à la place des têtes. Il y a de la caricature là-dedans. Il faut bien se rendre compte que les soldats qui revenaient en permission, ils avaient droit à ce drôle de spectacle. Ceux qui n'étaient pas au front, ils pouvaient encore très librement aller dans les maisons de plaisir, pouvaient très bien vivre en famille, etc. Il y avait une injustice incroyable. Leur environnement était plein d'éclopés et ils étaient outrés par cela. Et ils l'ont montré, vous voyez, avec des choses extrêmement audacieuses, sexuelles parfois. Vous voyez cet officier, par exemple, tenant une poitrine d'une prostituée dans une maison, un bar à Bruxelles. La pièce des miroirs. On voit des miroirs tout autour d'eux. Et ils boivent évidemment du bon vin. Tout cela pendant que la guerre et le front ont lieu. C'est une parenthèse dans l'histoire de l'art du XXe siècle parce qu'ils reviennent à la figuration et même à la caricature, à un certain savoir-faire imaginatif aussi dans le dessin. Et en cela, ils sont fort à contre-courant des autres tendances modernistes. Alors voilà un tableau qui est bien connu et qui est au musée de Bruxelles, La Tentation de Saint-Antoine, en 1946. C'est assez curieux que je vous entame le surréalisme avec un artiste qui se fait congédier par le mouvement. Je ne sais pas si vous savez, mais Dali a été prié de s'en aller et de quitter le mouvement surréaliste, qui était conduit d'une main de fer par un poète qui s'appelait André Breton. J'ai lu son manifeste de 1939, donc son second manifeste. Ça vole pas très haut, je vais vous le lire quand même. L'acte le plus simple, c'est de descendre dans la rue, revolver au poing, et à tirer au hasard dans la foule. En fait, Breton écrit revolver avec S au poing, et il ajoute même tirer tant qu'on peut dans la foule. Ça revient à ce désir de déconstruire, de casser, pour rebâtir quelque chose de nouveau. Mais c'est un peu le discours que les futuristes teintés de fascisme nous servaient déjà bien avant eux. Enfin, voilà, pour Breton, il faut essayer de trouver de nouveaux territoires pour l'art et il va aller puiser dans la psychanalyse de Sigmund Freud. Il va le rencontrer, il va être très mal reçu, parce que Freud ne conçoit pas qu'on utilise la psychanalyse dans une intention artistique. Parce que dans la psychanalyse, il y a tout un contexte d'analyse, il y a des éléments très étranges et très lointains dans le temps aussi qu'on ramène ensemble pour essayer de trouver une thérapie fiable pour pouvoir guérir des gens. On est loin de tout ça dans le surréalisme. Donc finalement, ils se sont heurtés, ces deux-là. Mais dans le fond, ce que Breton veut amener, c'est faire attention à quelque chose qui n'existe pas, quelque chose de surréel, quelque chose qui peut être transcendant ou érotique. D'ailleurs, cette œuvre que je choisis ici est extrêmement érotique. Quand on regarde ces éléphants à longues pattes
supporte quoi? Une sorte de tabernacle dans lequel il y a un buste féminin. Et l'autre éléphant, il supporte une tour, mais enfin une tour rose qui fait penser à autre chose. Vous voyez, donc Eros devient une nouvelle tendance parmi ces artistes surréalistes, dans un esprit très libertaire. Et cette féerie, ce fantastique, cette poésie vont être les nouveaux ingrédients du surréalisme. Alors pourquoi est-ce qu'il se fait jeter du groupement surréaliste? Parce qu'il trouve que Hitler est un personnage intéressant, il est convaincu que les idées de droite sont tout à fait viables, et Breton, il est communiste. Lui, c'est un amateur de Trotsky, il est tout à fait en porte-à-faux par rapport à ce courant. Une autre œuvre surréaliste typique, c'est celle de Magritte, La forêt. J'aime bien le point de vue de Bram van Velde, encore une fois, qui dit ceci. « Ni le cubisme ni le surréalisme ne m'ont attiré, dit-il des années plus tard, en 68. Ce sont des mouvements intellectuels et esthétiques. Il voulait aller au fond des choses, derrière les choses. Surréalisme, au-dessus ou derrière les choses. Avec des tas d'idées. L'inconscient et la chute les intéressent. Mais on se perd malgré soi. Le drame vous accable. On ne se noie pas avec élégance. J'ai pu aimer quelques tableaux, mais toutes ces écoles n'étaient pour moi qu'une grande discipline impossible. » J'aime bien insister là-dessus parce que, si vous voulez, avec un mentor, c'est-à-dire un conducteur, un intellectuel qui représente un groupe, il y a une sorte de tyrannie qui s'installe dans un groupe. Vous avez l'exemple de Giorgio de Chirico. C'est un artiste assez remarquable qu'on qualifie de surréaliste, et en fait, il ne l'a pas été. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il était points et mains lié à la vision de Breton. Et donc, il est retourné en Italie parce qu'il voulait se débarrasser du surréalisme. Il n'aimait certainement pas non plus les idées totalitaristes. Et vous avez le cas de Giacometti, le magnifique Alberto Giacometti, artiste suisse, qui, à un moment donné, a déserté le surréalisme. Il ne pouvait plus endurer cette routine de l'inconscient, cette routine d'un mode de faire. Et il a bien fait, il s'est retiré pour faire quelque chose que Breton exécrait, du portrait, s'il vous plaît, faire du portrait. Et alors Breton s'en moquait et déplorait le départ de ce brillant artiste au sein du surréalisme. Vous voyez, donc c'est un mouvement quand même qui est aux mains d'une théorie, encore une fois. Et souvent ça termine mal, même si cette œuvre-ci paraît un peu sinistre, une tête coupée, une sorte de sculpture végétale sur un socle cylindrique, avec on ne sait pas trop quel arrière-plan de falaise. Ça ne rayonne pas en tout cas, mais il y a un certain cynisme dans les images du surréalisme. Ici, c'est un aspect un peu différent, c'est chez Max Ernst, La grande forêt. En fait, cette œuvre-ci, elle est beaucoup plus proche de ce que cherchait l'art abstrait aussi. C'est-à-dire que c'est fait avec des effets de succion. Quand vous mettez de la peinture sur un support, que vous en mettez trop, et puis que vous écrasez une plaque dessus, vous la retirez et il y a une sorte d'éparpillement de la matière qui crée le motif. Il faisait ça et puis il grattait dans la matière et puis il inventait, il nettoyait et puis il inventait un paysage, un ciel, un soleil, etc. derrière. On peut dire que l'artiste se préoccupe de la plasticité, il se préoccupe de ce qui se passe sur la toile au niveau artistique. On pourrait dire chez Delvaux ou chez Magritte qu'ils s'en préoccupent peu. C'est-à-dire qu'ils ont une idée et ils la mettent en image, quoi. Et l'image dans le surréalisme, c'est ce à quoi ils tiennent le plus, quoi. D'ailleurs, c'est en réaction à ça que Jackson Pollock aux États-Unis fera des giclures comme forme d'art. C'est pour éviter l'image, c'est pour ne plus avoir recours à l'image. Parce que tous ces artistes-là, évidemment, avec la guerre, vont émigrer aux États-Unis et vont influencer un peu les jeunes peintres américains. Ce sera l'expressionnisme abstrait. Ici, c'est un photomontage de Man Ray. Nature morte, c'est le titre. Alors il combine une photographie d'une femme avec une larme à l'œil et des objets fabriqués et une ampoule ici tenue dans une fausse main, un bilboquet et un portrait. Tout ça semble sorti d'un rêve, d'un conte, de quelque chose d'étrange, et c'est sur ce répertoire-là que beaucoup d'œuvres surréalistes fonctionnent. Sur l'étrangeté, l'inexplicable. Et alors, bon, la métaphysique, ça les intéresse. Vous voyez,
Même les réunions de médiums, ça les intéresse. Tout ce qui procède de l'arrière-monde les intéresse. Et les met en image. Ils adoraient lire Sade et Lautréamont aussi, c'est quand même une référence. Ce sont des auteurs qui montrent la beauté dans l'horreur. Donc c'est pas si rose que ça, le surréalisme. Et Miro. Miro en a fait partie aussi du surréalisme. Oui. Mais aussi, il s'est détaché. Oui. Mais son art est quand même fort différent des autres. Lui, il travaille très fort en aplat. Mais c'est ça qui est beau dans le surréalisme aussi. Il y a quand même beaucoup de différences. Et ils ont quand même redonné accès à la poésie, à l'enfance, à l'innocence, à certaines formes de beauté un peu sous-estimées, quoi. Ouais. Et surtout une certaine rêverie. À une rêverie, tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est ça qui explique le grand succès du surréalisme. Alors on arrive à New York, ici en 1945. Donc à partir de 1945 jusqu'en 1960 à peu près, cette école de New York n'est pas vraiment une école, c'est-à-dire que ce n'est pas comme le Bauhaus avec des bâtiments construits pour y enseigner. C'est toute une tendance d'artistes qui sont tous abstraits, mais qui ne vivent même pas à New York. En fait, la plupart travaillent dans la banlieue ou à l'extérieur, ou viennent même de l'étranger, sont des émigrés comme Gorky. Toujours est-il que dans le cas de Jackson Pollock, lui, il a eu une fascination pour les fresquistes mexicains, et le goût du grand format lui vient certainement de là. Il peignait avec Siqueiros, par exemple. Ce qu'il a proposé, lui, c'est une forme de non-contrôle, quoi. Donc c'est une peinture qui est faite au sol, d'abord. C'est dans le beau musée de Düsseldorf, ici, le K20, si vous avez l'occasion d'aller à Düsseldorf. Il y a aussi un autre bâtiment à Düsseldorf qui s'appelle le K21 et qui est consacré à l'art contemporain actuel. Ici, on voit dans son atelier une photo de Hans Namuth, qui est devenu célèbre avec ces photographies-là. Il avait pu photographier Jackson Pollock en train de créer ces fameux dripping. To drip en anglais, c'est laisser couler. Donc, il invente une manière de lâcher prise et de laisser travailler l'inconscient. En cela, c'est encore une revendication européenne. Il faut dire que les artistes américains essayent de se détacher de l'influence des Européens qui se trouvent à New York. Parce qu'il y a Duchamp, il y a Ernst, il y a Miro, il y a Chagall. Plein d'artistes ont émigré pendant la guerre là-bas. Et donc, ils ont fait des expositions parce qu'ils ne sont pas partis créer, et puis ils ont continué à créer. Et puis, il y a eu des expositions qui ont qui ont influencé certains artistes. Et puis, ils ont voulu se débarrasser de l'influence européenne pour trouver un nouveau langage artistique. Donc c'est vraiment ce lâcher-prise qui est assez surprenant. Donc dans cette école de New York, vous avez bien sûr cette école-ci, qui s'appelle l'Action Painting, peinture d'action, et un autre grand courant qui s'appelle le Color Field Painting. Donc ça veut dire la peinture de champs colorés, où on trouvera notamment Rothko. Ce qu'ils font, c'est reprendre la frontalité pour l'œuvre. Donc toutes ces œuvres-là sont des œuvres d'aplat ou des œuvres de surface et non plus des illusions de profondeur. Donc on n'essaye plus de traduire la profondeur dans les choses, la plupart du temps. Il y a aussi un aspect qu'on appelle le all-over. Ça veut dire que tout est rempli sans composition, que tout est débordant au-delà même de la toile. Certains avaient même eu l'idée de mettre un petit écriteau à l'entrée d'une exposition pour ne pas que les gens s'écartent trop des œuvres. En général, on met ne pas toucher les œuvres. Eux, ils ne voulaient pas qu'on s'écarte parce que dans des grands espaces américains, dans une exposition, si vous alliez très loin, ça devenait un tableau vu comme un petit tableau composé. Et ça, ils n'en voulaient pas. Ils voulaient vraiment que ce soit vu de près, que ça nous déborde, que ça nous dépasse, que ça dépasse notre champ visuel. Nous avons ici ce bel artiste, Mark Rothko. Moi, j'ai un faible pour cet artiste-là, au niveau de la qualité de son travail. Ici, on le voit, lui, devant une de ses toiles, qui se résume par la composition de quelques rectangles à bords flous, de tonalités différentes. Il peut exprimer tous les sentiments du monde avec ça. La détresse, comme la joie, la jubilation, la vie, l'intensité, l'amour. Enfin, il peut exprimer beaucoup avec la couleur, d'une manière extrêmement subtile. Il se fait que beaucoup d'amateurs de zen lui écrivent des lettres. Et alors un jour, il rencontre Michel Ragon, et Michel Ragon, lui, un Français, lui dit « Êtes-vous intéressé par le zen, au fait ?» Il dit « Non, j'ai le cerveau d'un plombier. Beaucoup d'écrivains zen m'ont écrit après mes expositions.
se trouvant de grandes affinités avec moi. C'est leur affaire, pas la mienne. La civilisation de l'Ouest est pleine de terreur, mais je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs. Plutôt que par les Japonais ou les Chinois, je crois que mes tableaux ont été influencés par les derniers Rembrandt, car je vais les voir au Metropolitan Museum toutes les semaines. Quant au peintre qui m'a le plus appris sur les structures, c'est Matisse. Matisse a été le premier peintre réalisant des tableaux de surface. Donc il révèle ici qu'il n'y a pas de transcendance dans son travail. Même si on ressent de la transcendance en voyant son œuvre, dans son propos, il n'y a pas du tout cela. C'est assez paradoxal pour être souligné. Un dernier exemple ici de ma conférence, d'ailleurs, c'est un tableau de Barnett Newman. C'est son fameux zip. Il a résumé tout son art à un geste qui est une ligne verticale. Donc ce sont des rencontres de surface interrompues par un zip. Il en a fait, si vous voulez, un système. Alors ça donne parfois lieu à des tableaux très très beaux, très, très paisibles aussi. Mais en même temps, on revient là à une notion que le fameux Bernard Lamarche-Vadel, c'est un écrivain qui a même eu un prix Goncourt du premier roman. Et pour lui, l'art du XXe siècle, et notamment sur cette partie-là de l'art, se caractérise par l'occlusion. C'est-à-dire qu'on finit par ne plus rien montrer, mais presque plus rien. Alors lui, il parle, Lamarche-Vadel, d'une dernière crispation romantique. Ce petit tremblé qu'il y a au bord d'une ligne est encore un peu de l'héritage du sentiment, de l'héritage du vivant, vous voyez, mais il ne reste vraiment plus que ça. Et après, c'est la dépersonnalisation et l'occlusion totale, quoi. Donc il explique que l'art moderne a fermé énormément de choses et que l'artiste s'est torpillé. Voilà, donc après cela, dans 15 jours, si vous êtes là, on abordera toute la fin du XXe siècle avec beaucoup de choses fort intéressantes, hein, même des technologies, la vidéo, la cybernétique, le pop art, vous voyez. Ce que je peux dire, c'est que la réaction va être immédiate. Ce qui va venir après, c'est le pop art, qui est une revendication contre l'hermétisme des expressionnistes abstraits. Eux, ils voudront de l'art de masse, de l'art populaire, et une image reproduite a la même valeur qu'une œuvre authentique. Et ils vont donc s'occuper de mettre à disposition des gens des œuvres que les gens aiment voir. Des boîtes de soupe, des portraits de Marilyn Monroe, vous voyez, et des choses. C'est la multiplication de l'art qui devient le nouveau sujet de l'art avec le pop art. Et c'était pour lutter contre eux. Et eux qui vivaient encore disaient tout ce qu'on a fait pour éviter ça, et comment ça nous retombe sur le coin de la figure, quoi. Une petite question. Oui. Tu avais dit que c'était en 1975 qu'il y avait eu la rupture totale Oui. avec le 19e. Environ. Parce que va apparaître alors ce qu'on appellera le postmodernisme à partir des années 80. Et le postmodernisme, c'est un retour aux pratiques du métier, aux pratiques narratives, etc. Donc Anselm Kiefer, des grands artistes vont apparaître dans ce courant-là, mais qui ne se réclameront plus, quant à eux, de la modernité. Ils vont bénéficier des avancées de compréhension d'un nouveau public grâce à tout ce qui s'est fait là, mais eux, ils vont retourner à une peinture de métier. Bien, voilà, on a fait un beau tour d'horizon. Je rappellerai certains principes au début de la prochaine conférence. Merci pour votre bonne attention.